Convaincu qu'il avait un destin à accomplir, Napoléon Bonaparte ne craignait pas la mort. La mort l'a pourtant frôlé au moins à 6 reprises, renforçant à chaque fois sa conviction qu'il est un être à part. Jusqu'à la mettre en scène, à la fin de sa vie, à Sainte-Hélène, cette île perdue de l'Atlantique Sud, avec l'ambition de vaincre l'oubli et de ressusciter dans la mémoire collective. Vous écoutez Napoléon, la destinée et la mort, épisode 1. Ce 14 avril 1821, exilé sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte a encore quelques jours à vivre. Ce matin-là, il dicte une lettre bien étrange. Monsieur le gouverneur, l'empereur Napoléon est mort, à la suite d'une longue et pénible maladie. J'ai l'honneur de vous en faire part. Il ne reste qu'à remplir le blanc. L'empereur prépare un modèle de faire-part à transmettre après son décès au gouverneur de l'île. De sa mort, il veut tout régenter. À en croire la légende, Bonaparte serait un enfant prédestiné. Né en Corse d'une famille de notables, il est envoyé en France pour suivre une formation militaire. On raconte qu'à l'école, il est déjà un chef incontesté, dirigeant même les batailles de boules de neige avec autorité. En vérité, le futur empereur ne sort pas du lot. Rien n'indique qu'il va avoir un destin. Et lui-même ne le conçoit pas d'ailleurs. Patrice Guenifet, historien. En cela, il est très différent de beaucoup de futurs grands hommes, ou en tout cas d'hommes qui ont marqué dans l'histoire, d'êtres qui ont marqué dans l'histoire, qui eux avaient une claire conscience de leur prédestination. On sait que De Gaulle, à l'âge de 14 ans, se voyait déjà comme quelqu'un qui sauverait la France. Il ne savait pas dans quelles circonstances, il ne savait pas quand, mais il savait qu'un jour ou l'autre, son propre destin et l'histoire du pays se croiseraient. Napoléon, rien de tout ça. En 1793, capitaine dans l'armée de la Révolution, il reprend la ville de Toulon aux royalistes. En récompense, il est nommé général. Mais ce n'est qu'un fait d'armes parmi d'autres. Ça n'en fait pas un général à la hauteur de ceux qui combattent au même moment. Jacques-Olivier Boudon, président de l'Institut Napoléon. C'est quand même une petite opération de reprise d'une forteresse assiégée. C'est pas une grande victoire militaire comme celle que peuvent remporter d'autres généraux à l'époque. Son nom n'apparaît pas dans les journaux. C'est pas de là que commence sa gloire. À 26 ans, sa carrière piétine. Bonaparte a un moment de très grande détresse à la fois professionnelle, affective aussi. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. Il se retrouve un petit peu sans emploi, seul à Paris. Il n'est pas dans la misère, mais enfin, il s'interroge beaucoup sur son avenir. Lettre du 10 août 1795 à son frère Joseph. Moi, très peu attaché à la vie, tout me fait braver le sort et le destin. Et si cela continue, mon ami, je finirai par ne pas me détourner lorsque passe une voiture. Quand il exprime cette idée dans sa jeunesse de suicide, c'est parce qu'il ne voit pas à quel moment sa carrière peut et doit s'envoler. Pierre Branda, historien. Il végète et il a eu cette phrase qui sans doute explique cela. Il a dit « Vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours ». Et puis, soudain, à l'automne 1795, sa vie bascule. Le 5 octobre, le 13 Vendémiaire dans le calendrier révolutionnaire, des émeutes royalistes enflamment Paris. La République est en danger. Le général Bonaparte est chargé de rétablir l'ordre. Dans une lettre écrite le surlendemain à son frère Joseph, il lui dit « Tu sais, j'ai délibéré avec moi-même pendant 15 minutes pour savoir si je me rangerais du côté de la Convention ou si je rejoindrais les royalistes pour combattre la Convention.
Et il dit finalement, j'ai pensé qu'il y avait plus de chances de fortune du côté de la Convention. Donc au fond, il entre dans l'histoire comme un mercenaire, sans prendre parti, sans éprouver d'affection ou de passion, ni pour les républicains, ni pour les royalistes. Il fait un pari comme un joueur qui mise rouge ou qui mise noir, mais simplement il mise du bon côté. Bonaparte réprime sans état d'âme. Il donne ordre de tirer sur la foule. La rébellion est matée en quelques heures. Comme à Toulon, il n'hésite pas à s'exposer aux balles. Son cheval est tué. Pourtant, à son frère Joseph, il se contente d'écrire « Comme à mon ordinaire, je ne suis nullement blessé. » Ce personnage famélique, que personne ne regarde, dont on ne veut presque plus dans l'armée, se trouve propulsé quasiment au premier rang. Il devient gouverneur militaire de Paris. Et devenant gouverneur militaire de Paris, il va pouvoir entrer dans le lit de Joséphine. Joséphine de Beauharnais, la maîtresse des puissants. Pour Bonaparte, c'est l'autre événement de ce mois d'octobre 1795. Lui qui ne craint pas la mort a soudain une furieuse envie de vivre. Il est follement amoureux. Il l'épouse quelques semaines plus tard. Joséphine, qu'il rencontre à l'automne 1795, est une femme qui va lui donner d'abord beaucoup de confiance en lui. Pierre Brandat, historien. Et lui ouvrir beaucoup de portes. Bonaparte en société est très gauche et très réservé. Elle, au contraire, l'entre-gens même. Il devient plus mondain, il fait davantage de sorties, d'apparitions en public. Charles-Éloi Vial, historien. Et à partir de cette époque, on se rend compte qu'il peut étendre, grâce à elle, son réseau social. Les émeutes royalistes, l'amour de Joséphine. En un mois, Bonaparte, qui n'était rien, est devenu quelqu'un. La situation militaire de la France va faire le reste. En 1796, la République est à nouveau en guerre. Les combats stratégiques ont lieu sur le Rhin. Au jeune Bonaparte, on confie une mission secondaire, faire diversion en attaquant l'Autriche sur le sol italien. Or, contre toute attente, Bonaparte enfonce les armées autrichiennes et fonce jusqu'à Milan avec sa petite armée d'Italie. L'armée d'Italie n'est pas destinée à gagner de grandes campagnes. Elle est là pour fixer une partie de l'armée autrichienne, pendant que les armées françaises passeront plutôt par le nord, par l'Allemagne. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. Et ce que fait Bonaparte, c'est qu'il va complètement inverser la géopolitique militaire du moment. Par son offensive en Italie, il va devenir le général français, et son armée sera l'armée française, qui menace réellement Vienne, alors qu'on s'attendait à ce qu'elle soit menacée par le nord. Bonaparte ne s'arrête plus. Quelques mois plus tard, il approche de Vérone. Mais il lui faut absolument rejoindre un pont stratégique, le village d'Arcole. Or, les troupes qui l'attendent sont bien plus nombreuses que les siennes. Et là, il se dit, ça serait intéressant de passer par les marais qui entourent la position d'Arcole, juste au nord de l'Adige. Patrice Guenifet, historien. Parce que les marais sont si difficiles pour les traverser, pour y marcher, que ça annulera la supériorité numérique des Autrichiens. Et le voici donc engagé dans les marais, où à un endroit, il faut franchir le pont d'Arcole. Le 15 novembre au matin, Bonaparte a réussi la première partie de son plan. Ses troupes sont arrivées sans résistance dans les marais italiens.
Mais le plus dur reste à faire. Il faut désormais franchir le pont qui mène au village stratégique d'Arcole. Ce pont est solidement défendu par les forces adverses. Il pourrait y perdre beaucoup d'hommes. Bonaparte a étudié attentivement les lieux. C'est le seul passage pour atteindre rapidement Arcole. Le sort de la bataille est en jeu. Il doit prendre une décision. Le pont est très long, il est balayé par la mitraille, il faut avoir le courage de le passer. Peu importe les balles. C'est maintenant que se joue son destin. Et là, Bonaparte joue un coup de poker en essayant d'entraîner l'ensemble de sa troupe à l'assaut des positions adverses. Il croit à la fortune, avec une majuscule, avec un F majuscule. Patrice Gueniffet, historien. C'est-à-dire que tant que la fortune sera avec lui, il ne craint rien. Et il est convaincu que la fortune restera avec lui tant qu'il ne sera pas arrivé au terme, comme il dit, de son destin, de son histoire. C'est un homme très rationnel, c'est un homme très calculateur, mais en même temps, cette part de rationalité est tempérée par une irrationalité qui est celle d'un joueur. C'est aussi quelqu'un qui est prêt à tout miser sur un coup, au risque de tout perdre. Le drapeau à la main, Bonaparte s'avance sur le pont, exhortant ses troupes à le suivre. Un geste téméraire, déraisonnable. Ces hommes le poursuivent pour le protéger d'une mort certaine. À ses côtés, Muiron, son aide de camp, qu'il appelle son ange gardien et qui le suit depuis la victoire de Toulon. Face aux tirs ennemis, Muiron fait rempart de son corps. Il prend une balle en plein cœur. Le feu redouble. C'est la débandade. Bonaparte tombe dans les marécages. Il est tiré de la boue, inconscient, sur l'autre rive. Il glisse, il tombe dans la boue d'un des fossés, mais qui sont très profonds quand même, où il aurait été noyé sans l'intervention de son frère Louis, qui vient l'extraire de ce fossé. Fin de l'histoire. Bonaparte a échoué. Le pont reste infranchissable. Il faudra encore 2 jours de combat et les renforts du général Masséna pour traverser enfin le pont et déloger les Autrichiens d'Arcole. Bonaparte peut reprendre sa marche en avant. Il remporte une nouvelle victoire à Rivoli, puis d'autres encore qui le mènent à 100 km de Vienne. Les Autrichiens en déroute signent le traité de paix de Campo Formio qui met fin à une guerre de 5 ans. Pourtant, de toute la glorieuse campagne d'Italie, l'épisode qui reste le plus célèbre est cette traversée ratée du pont d'Arcole. Bonaparte a fini dans la boue. Il a perdu son ami Muiron, mais il y a trouvé la preuve qu'il est un élu du destin. Le sacrifice de Muiron, sa mort, c'est vraiment la preuve qu'il ne doit pas mourir. Jean-Marie Rouard, écrivain. Les autres peuvent mourir, mais que lui-même doit poursuivre sa destinée et qu'il est protégé. C'est comme ça que va naître aussi dans l'armée une légende que Napoléon est protégé par une étoile, est protégé par une espèce de talisman. François Houdesecq, historien. Par extension, Napoléon va devenir en fait une sorte de talisman pour l'armée et le soldat va se dire que s'il y a Napoléon à sa tête, l'armée va être sauvée et elle va aller à la victoire. Cette légende ne doit rien au hasard. Bonaparte fait tout pour l'entretenir. Depuis le début de la guerre, il publie le courrier de l'armée d'Italie. On peut y lire « Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Il est partout et il voit tout. »
Napoléon écrit lui-même ses textes en grande partie, et ça, on en est certain, puisque on a pu retrouver des lettres qui sont des brouillons et où on voit que chaque mot est vraiment sous-pesé, chaque virgule est mise à la place où il faut pour que le texte ait son impact. Il n'est pas seulement un général génial, il est un propagandiste génial. François Houdesecq, historien. Il sait trouver les mots pour grandir ses victoires, pour les mettre à la hauteur des grands exploits de l'histoire militaire de l'Antiquité. Bonaparte n'est pas rentré d'Italie qu'il réécrit déjà l'histoire d'Arcole. Il commande un tableau au jeune peintre Joseph-Antoine Gros. Ce que devient Arcole après est quelque chose de très différent de ce qu'a été la bataille réelle. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. Et notamment, cette image, ce tableau de Gros qui montre Bonaparte conduisant l'armée de la République sur le pont d'Arcole, drapeau à la main, le visage tourné en arrière, comme on représentait à l'époque la déesse de l'histoire. Il est l'homme qui triomphe de l'adversité. Il est l'homme qui est plus fort que les circonstances, qui est plus fort que la géographie, que le temps, que la force de l'ennemi, etc. Et c'est ce qui fait de ce tableau la représentation la plus forte, la plus puissante du mythe de Napoléon. C'est ainsi que la traversée manquée du pont d'Arcole a été reproduite, magnifiée, des centaines de fois. Ce face-à-face avec la mort pose la première pierre de sa légende. Je ne me regardais non plus comme un simple général, mais comme un homme appelé à influer sur le sort d'un peuple. Je me vis dans l'histoire. Alors naquit l'étincelle de la haute ambition. Bonaparte ne doute plus qu'il a un destin. Mais le pouvoir ne l'intéresse pas. Pas encore. Il a soif d'aventure. Auréolé de sa campagne d'Italie, il embarque de Toulon avec 50 000 soldats. Il a pour mission de conquérir l'Égypte et de couper la route des Indes à l'ennemi anglais. Il y ajoute des dizaines de savants et d'ingénieurs pour en faire également une grande expédition scientifique. Des dessinateurs témoigneront de son épopée. Et il pense pouvoir en Égypte conquérir une nouvelle gloire, avec peut-être en perspective la conquête même de l'Inde. Jacques-Olivier Boudon, président de l'Institut Napoléon. Et donc de se placer sur les traces d'Alexandre le Grand. Bonaparte sillonne l'Égypte. Il remporte des victoires. Il y subit également de cinglantes défaites. Mais peu importe, en France, l'écho de ses aventures au pays des pharaons ne fera qu'accroître son prestige. Or, Bonaparte n'est pas parti depuis 1 an que la situation est à nouveau critique. Aux frontières, la guerre a repris face à une nouvelle coalition. À l'intérieur du pays, les révoltes se multiplient en Bretagne, Vendée, Midi ou Corse, et dans les territoires conquis, comme en Italie. On est au bord de l'anarchie. Les Français ne mangent plus à leur faim, la sécurité n'est plus assurée, il n'y a plus de route, enfin tout est quand même très abîmé. Pierre Branda, historien. Et surtout, le pays est dans un état économique comme civil absolument désastreux. Les Français ne savent plus vers qui se tourner, le directoire est complètement discrédité. Le directoire, cet organe de 5 membres, dirige la France depuis la fin de la Convention. 5 directeurs qui siègent au Palais du Luxembourg et qui sont complètement dépassés. La situation peut basculer à tout moment. Les rumeurs de complot sont permanentes. L'un des directeurs, Emmanuel Sieyès, prend les devants. Il veut supprimer le directoire et prépare un coup d'État, mais tout en douceur. Les conjurés veulent procéder le plus légalement possible.
Ils veulent que le régime qui va disparaître, Patrice Guenifet, historien, transmette volontairement et librement, entre guillemets, ses pouvoirs au régime qui va naître. Sieyès veut instaurer un nouveau pouvoir plus fort. Il faut donc forcer les parlementaires à changer la Constitution et que le peuple reste calme. Pour le faire, il a besoin d'un général pour commander les troupes. Parce que, bien sûr, il va s'appuyer sur la garnison de Paris. Il n'a pas l'intention du tout de l'utiliser, mais il veut s'appuyer sur cette garnison. Donc, il cherche un général. Sieyès cherche donc un général populaire et disponible. À quelques milliers de kilomètres, Bonaparte se tient informé de tout ce qui se passe à Paris. Il comprend qu'il est temps de rentrer. Il abandonne son armée en Égypte et part en pleine nuit à bord d'une frégate qui porte le nom de Muiron, l'ami qui s'est sacrifié pour lui au pont d'Arcole. Quand Bonaparte quitte son armée en Égypte, il tente un pari absolument fou. D'abord, il n'est pas sûr de rentrer en France parce que tous les bateaux sont capturés par la flotte anglaise et il ne sait pas quel accueil il va trouver une fois revenu en France parce qu'il est quand même un général qui quitte son armée sans ordre, donc qui pourrait être considéré comme déserteur. Bonaparte avait disparu en Égypte pendant un peu plus d'un an. Patrice Guenifet, historien. Il n'y avait plus de nouvelles, on ne savait pas ce qu'il était devenu, on le disait, certains le disaient malade, d'autres le disaient mort, et on le voit arriver soudainement sur la Côte d'Azur. Voilà. Personne ne l'attendait plus. Dès son débarquement à Fréjus, il est acclamé. Avignon, Valence, Lyon, partout la même scène se reproduit. Bonaparte, dans l'esprit des gens, il reste le symbole des victoires de l'époque de la campagne d'Italie. Celui qui avait réussi à imposer un traité de paix à l'Autriche et à rétablir la paix en France. Il reste l'image du général victorieux. Les paysans descendent spontanément des villages avec des lanternes la nuit, des chandelles, pour éclairer sa route, pour ne pas qu'il soit attaqué par des bandes de brigands. Bonaparte ne s'y trompe pas. La poire est mûre, comme il dit. Il a le sentiment d'être quelqu'un à part. Jean-Marie Rouard, écrivain. Quelqu'un qui est prédestiné pour la gloire et prédestiné pour éclairer son siècle. Voilà. Il est l'homme qui arrive au bon moment. Il est devenu l'homme le plus populaire de France, le sauveur qu'ils attendent. De retour à Paris, il accepte d'entrer dans la conjuration de Sieyès. Le 9 novembre 1799, le 18 Brumaire du calendrier révolutionnaire, le coup d'État est enclenché. Prétextant un complot royaliste, le Directoire déplace les deux assemblées parlementaires, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, au château de Saint-Cloud, pour les protéger, dit-on. En fait, pour les isoler. Il y a deux phases dans le coup d'État du 18 et 19 Brumaire. Thierry Lantz, directeur de la Fondation Napoléon. La phase du 18, qui se passe essentiellement à Paris, au cours de laquelle on décide deux choses. La première, c'est que les chambres ne se réuniront pas à Paris parce qu'il y a une menace. La Constitution permet d'aller se réunir en dehors de la capitale, et on décide que ce sera le château de Saint-Cloud. Et la deuxième décision, c'est de nommer le général Bonaparte commandant de l'armée de l'intérieur, commandant des troupes de Paris. Voilà. Ça, c'est le 18 Brumaire. Le 18, au fond, on se met en place. Le 19, c'est le moment où les chambres se réunissent au château de Saint-Cloud et où on va leur annoncer que tous les directeurs ont démissionné, qu'il n'y a donc plus de constitution et qu'il serait peut-être temps d'en faire une nouvelle. Et ça doit être une phase parlementaire. Et Sieyès est tout à fait disposé à attendre que les chambres le soient elles-mêmes pour commencer à discuter, faire un petit gouvernement provisoire et puis ensuite rédiger une nouvelle constitution. Mais Bonaparte n'est pas homme à attendre. Vous venez d'écouter
Napoléon, la destinée et la mort. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Napoléon, la destinée et la mort est un podcast coproduit par Initial Studio et Tournez s'il vous plaît, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Tournez s'il vous plaît et réalisé par Mathieu Schwartz. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.